Dans la première partie du cours, vous avez vu comment un agent intelligent peut faire des plans avec une recherche dans un espace d'état. Maintenant, dans la deuxième partie du cours, on va voir comment notre agent intelligent peut utiliser la logique pour faire des inférences sur le monde dans lequel il évolue, des inférences qui lui permettent de déduire des nouveaux faits qui vont l'aider à prendre des bonnes décisions par la suite. Alors pour commencer, on va voir un exemple simple pour vous donner les principes de base d'un agent qui raisonne avec la logique. Notre agent basé sur la logique, c'est en fait un agent qui utilise une base de connaissances. Une base de connaissances étant un ensemble de règles logiques, de formules logiques et de faits logiques. À un moment donné, l'agent reçoit un input de l'environnement, à l'instant T ici, et de cet input-là, il va créer une formule logique qui sera ajoutée à sa base de connaissances. Une fois ceci fait, il va faire une requête à sa base de connaissances pour décider de quelle action choisir. Le choix de cette action-là va nécessairement avoir un effet sur l'environnement. Et donc, la base de connaissances, qui représente en quelque sorte ces informations personnelles et aussi une représentation de l'environnement, devra aussi être mise à jour. Donc, il faudra créer une formule qui correspond à l'action faite au temps t et ajouter cette formule-là à la base de connaissances. Et bon, évidemment, ici, notre t augmente puisqu'à chaque fois qu'on a fait une action, on a avancé dans le temps et ainsi de suite. Pour mieux comprendre, on va prendre un exemple simple, lui aussi tiré du livre de Russell et Norvig, c'est l'exemple du monde du Wumpus. Le Wumpus est un monstre et on a ici un environnement qui est composé de 16 cases dans un carré de 4 par 4. L'agent est ici à la position 1, 1 et le Wumpus à la position 1, 3. Il ne faut pas que l'agent se retrouve dans la même case que le Wumpus, sinon il va se faire tuer carrément. Et non plus, il ne faut pas que l'agent se trouve dans une case ici où on a des trous, des fosses en fait. S'il se retrouve dans ces cases-là, il tombe dans le trou et puis bon, il meurt aussi. Le but de l'agent, c'est de trouver le lingot d'or. Okay? L'agent ne sait jamais ce qu'il y a dans chacune des cases, à moins de s'y trouver. Par contre, lorsque l'agent se trouve dans une case qui est contiguë à celle contenant le Wumpus, il va sentir une odeur. Ce serait le cas, par exemple, dans n'importe quelle de ces trois cases-là. Similairement, lorsqu'il se trouve dans une case contiguë à une case contenant une fosse, il va sentir du vent. Finalement, notons que l'agent ne peut pas se déplacer en diagonale. On va voir maintenant comment, avec une représentation sous forme de base de connaissances, notre agent pourrait évoluer dans ce monde en essayant d'atteindre le lingot d'or tout en évitant les obstacles que sont les Wumpus et les fosses. Au point de départ, l'agent n'a évidemment aucune information sur le monde puisqu'il n'a pas encore évolué dans ce monde-là. Par contre, il est à la position ici 1-1 dans cette case-là et il sait qu'il n'y a ni vent et ni odeur à cet endroit-là. Il peut donc déjà déduire que dans les deux cases adjacentes, soit 2-1 et 1-2, il n'y a ni trou et ni Wumpus. Les deux cases sont sans danger, il peut donc se déplacer à chacune d'entre elles. On va supposer qu'il se déplace à la case 2-1. À la case 2-1, il sent qu'il y a un vent, donc il va pouvoir déduire qu'il y a un trou, soit à la position 3-1, soit à la position 2-2. Mais comme il n'y a pas d'odeur à la case où il se trouve, il peut en même temps déduire qu'il n'y a pas de Wumpus, ni à 3-1, ni à 2-2. Mais là, il peut y avoir un danger dans chacune de ces deux cases-là. Il va plutôt être prudent, revenir en arrière et explorer l'autre case qui, elle, était considérée comme étant sans danger, c'est-à-dire la case 1-2. En s'y rendant, il va sentir une odeur. Il va donc pouvoir déduire qu'il y a un Wumpus à la position 1-3, parce que l'odeur ne pourrait venir que de cette case ou de la case 2-2, mais il a déjà déduit auparavant qu'il n'y a pas de Wumpus à la case 2-2. Donc, il y a donc une certitude ici. Il sait aussi qu'il n'y a pas de trou à la position 2-2, okay, puisque si c'était le cas, il sentirait du vent. Okay. Il sait aussi qu'il n'y a pas de trou à la position 1-3, mais par contre, il peut déduire par élimination qu'il y a un trou à la position 3-1. Il sait maintenant que la case 2-2 est une case sans danger. Il peut donc se déplacer et poursuivre ainsi son évolution dans cet environnement.
Voilà pour un exemple intuitif de l'importance de faire du raisonnement logique dans certains cas. Maintenant, ce serait le temps qu'on regarde de manière plus formelle comment l'agent peut faire ses déductions. D'abord, il nous faut une logique. Et une logique, ça comprend une syntaxe, c'est-à-dire une manière très claire de définir des formules, c'est-à-dire une manière de pouvoir déterminer si une formule est bien formée. Il nous faut, en plus d'une syntaxe, une sémantique qui nous permet de décider quelle est la valeur de vérité de chacune des formules qu'on trouve dans notre base de connaissances. S'ajoute à ça ce qu'on appelle un modèle, c'est-à-dire une manière d'interpréter les formules de telle manière qu'elles sont toutes vraies. Parce que la valeur de vérité d'une formule peut dépendre de l'interprétation qu'on en fait. Et finalement, très important, le concept de conséquence logique. Par exemple, ici, on va dire que l'ensemble d'énoncés bêta, c'est-à-dire un ensemble de formules bien formées, est une conséquence logique de la base de connaissances alpha si, pour n'importe quelle interprétation telle que alpha est vrai, bêta est nécessairement vrai. Autrement dit, on est incapable d'interpréter notre base de connaissances alpha de telle manière que celle-ci soit vraie et que ceci soit faux. Donc, si ça c'est vrai, ça c'est nécessairement vrai aussi. Donc, je le répète ici, ce qui est très important pour nous, c'est d'être capable de déterminer quand un ensemble d'énoncés est une conséquence logique de ce qu'on sait déjà, de ce qui est déjà dans notre base de connaissances. Comment on peut faire ça? Bon, on pourrait le faire par ce qu'on appelle la vérification de modèles, c'est-à-dire qu'on vérifie pour tous les modèles qui rendent notre base de connaissances vraie, on vérifie que le même modèle rend aussi bêta vrai. Mais là, vous vous rendez compte assez facilement que c'est une méthode qui est impraticable dans la plupart des cas réels. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle un système d'inférence. Et ça, tout simplement, ça nous permet, à partir de la forme syntaxique des formules, de déduire les autres. Autrement dit, à partir de la forme des formules qui constituent notre base de connaissances, on va essayer de réécrire, de déduire des formules qui constituent l'ensemble d'énoncés qu'on veut déduire. Et on va écrire ça de cette manière, pour dire que on a déduit bêta à partir de alpha par un système d'inférence. Il y a juste une petite ligne ici, au lieu d'en avoir deux quand on parle de conséquences logiques. Deux autres notions très importantes quand on parle d'un système basé sur la logique, c'est la notion de système complet et la notion de système correct. Alors, on dit qu'un système est complet lorsque notre système d'inférence permet de déduire tout ce qui est conséquence logique de notre base de connaissances. Autrement dit, si on a une base de connaissances alpha et que bêta est une conséquence logique de cette base de connaissances-là, alors notre système d'inférence va permettre de faire cette déduction. On a un système correct lorsque, à l'inverse, si on fait une inférence, alors si on déduit bêta à partir de la base de connaissances alpha, alors nécessairement, il faut que bêta soit une conséquence logique de alpha. Une logique très simple que vous connaissez probablement, en fait, je vais supposer que vous la connaissez pour la suite, c'est la logique propositionnelle. On sait que dans cette logique-là, on a les connecteurs ou, et, implication, équivalence et la négation. En plus, comme sémantique, on a quelque chose de très simple, c'est-à-dire que chaque proposition se voit attribuer une valeur de vérité qui soit true, soit false. Voici quelques exemples de règles d'inférence qu'on pourrait utiliser pour faire une déduction. Ici, les lois de De Morgan, la négation de A ou B nous permet de déduire non A et non B. Similairement, la négation de A et B nous permet de déduire non A ou non B. On a aussi nos fameux classiques modus ponens et modus tollens. Si on a A implique B et que A est vrai, alors on peut déduire B. Et si on a, encore une fois, A implique B, mais que B est faux, alors là, on peut déduire que non A est vrai. Si on a A et B, on peut supposer que A est vrai. On pourrait aussi supposer que B est vrai. Ça, c'est l'élimination du et. La règle d'équivalence, alors quand on a une équivalence A et B,
on peut écrire ça en deux implications. A implique B et B implique A. Lorsqu'on a A ou B et qu'on sait que A est faux, donc nécessairement, on peut déduire que B est vrai. On peut donc maintenant revenir à notre exemple du Wumpus en essayant de le résoudre avec une forme de logique propositionnelle. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque case IJ, on va avoir une proposition PIJ et une proposition BIJ. Donc, PIJ va être vrai s'il y a un trou à la position EJ et BIJ sera vrai s'il y a une brise à la position EJ. Pour simplifier, on oublie le Wumpus. Alors, à l'état initial, c'est-à-dire que l'argent est à la position 1,1, on aura la base de connaissances qui est illustrée ici. On a ici une règle qui dit que s'il y a une brise à la position 1,1, nécessairement il y a un trou à 1,2 ou à 2,1. Même chose similairement pour la position 2,1 et la position 1,2, on a des trous qui se trouvent dans les cases adjacentes. Mais on sait, d'après l'input que l'agent a à la position 1,1, qu'il n'y a pas de brise à la position 1, il n'y a pas de trou à la position 1,1. Donc, les propositions B11 et P11 sont fausses. Maintenant, regardons ce que l'agent peut déduire à partir de cette information. Si on regarde la formule 1 ici, on peut voir que c'est une équivalence. Elle peut donc être écrite en deux implications. Continuons à partir de cette nouvelle formule-là. On a un et de deux sous-formules. On peut donc séparer les deux sous-formules, ce qui nous donne les deux implications suivantes. Continuons maintenant. On remarque que R4 nous dit que B11 est faux. Et ici, on a l'implication P12 ou P21 implique B11. Avec le modus tollens, on va pouvoir ajouter la négation de l'antécédent ici. Avec la loi de De Morgan, on réécrit ça en non P12 et non P21. On peut éliminer le et en réécrivant chacun séparément, ce qui nous donne des nouvelles informations déduites de connaissances qu'on a déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou à la position 1,2 ni à la position 2,1. L'agent se déplace à la position 2,1 et il va avoir de nouvelles informations, c'est-à-dire qu'il y a une brise à la position 2,1. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de ça? Remarquons que ici, on a une équivalence qui implique B21 qui peut être réécrite en deux implications, comme ceci. Encore une fois, on élimine le et pour avoir les deux implications séparées. Et là, on remarque qu'en appliquant le modus ponens, en utilisant l'énoncé 13 ici, disant que B21 est vrai, et l'énoncé 15, qui dit que B2 implique ceci, alors on va ajouter le conséquent comme nouvelle formule déduite. Et on a en plus, depuis le début, quelque chose qui nous dit que P11 est faux. Donc, de cette formule-là, on peut retirer la proposition P11, ce qui nous donne la formule P22 ou P31. L'agent, maintenant, se retrouve à la position 1,2. Donc, ici, je n'ai gardé des formules précédentes que celles qui sont intéressantes pour la suite de la déduction. Alors, l'input nous dit que à la position 1,2, il n'y a pas de brise. On va donc ajouter la proposition non B12. Encore une fois, on a une équivalence ici qui peut être décomposée en deux implications. C'est ce qu'on fait ici. Qu'on va encore une fois séparer en deux formules différentes, en deux formules séparées par l'élimination du et. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a non B12 ici et ceci implique B12. Par le modus tollens, on va déduire la négation de tout ceci. En appliquant la loi de De Morgan, on obtient la conjonction de ces trois propositions-là et en les séparant, on se retrouve avec trois nouveaux énoncés, non P11, non P22 et non P13. Et si on regarde l'énoncé 18 qu'on avait déjà obtenu auparavant,
qui dit qu'on a soit P22 ou P31. Or, sachant qu'on a non P22, on peut éliminer de cette formule le P22, ce qui fait qu'on obtient tout simplement P31. On a donc, à ce moment-ci, pu conclure qu'il y a un trou à la position 3,1. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt de la logique pour faire des déductions de manière à ce que notre agent puisse évoluer dans son environnement. Là, ce qu'il nous reste à voir, c'est comment faire ce genre de déduction de manière automatique et de manière la plus efficace possible.